Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez fait rimer culture avec rupture, journalisme avec réalisme. Le contestataire que vous étiez est devenu incontestable. Bonjour Serge July. Bonjour. Vous publiez un dictionnaire amoureux de New York chez Plon, on va en parler. C'est une de vos facettes, mais vous avez tellement de facettes que je suis parti de quelques dates de votre vie pour que vous vous racontiez tel que vous êtes et tel que vous avez été. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer par la première date. Ma naissance peut-être? Non, 22 mars 68. Oui. C'est un cours au collège Sainte-Barbe et on vous interrompt ce cours pour vous annoncer un événement. Je crois que votre femme vous prévient qu'il se passe quelque chose. Non, c'est pas exactement ça, mais la date, c'est la bonne. Elle m'appelle le soir du 22 mars. Je corrigeais des copies pour la classe, les classes que j'avais au collège Sainte-Barbe. Français et philo, je crois. Oui, français et philo. Enfin, préparation aux grandes écoles. Hein, ouais. C'était Subdeco, Pharma, Veto, etc. Et je faisais français philo et je corrigeais ce soir-là. Il fallait que je corrige des copies. Donc, on était le 22 mars. Elle me téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle était bibliothécaire à Nanterre. Tiens donc. Et c'est elle qui, entre autres, avait la clé, la fameuse clé. Et elle m'appelle pour me dire, tu devrais venir, il y a l'occupation du bâtiment administratif. Voilà, écoute, c'est formidable. Bon. Et je lui dis, écoute, je ne peux pas, parce qu'il faut que je rende les copies demain matin. Et donc, j'ai travaillé d'ailleurs jusqu'à 3h du matin. Donc, elle m'a appelé plusieurs fois pour me dire le déroulement. Alors, rappelons que le 22 mars, c'est un peu, non pas le début, mais en tout cas, ça formalise le début de la révolte étudiante de 68 en France. Et donc, vous allez devenir un des principaux acteurs de cette révolte petit à petit, mais presque sans vous rendre compte au départ de ce qui va se passer, Serge July. Alors, bien évidemment, moi, j'avais aucune... j'ai beau être un observateur, j'interprète des signes. Voilà, on était dans une ambiance... d'abord, il faut avoir en tête, quand on essaye de reconstituer cette histoire, que la révolte étudiante a commencé dans le monde avant la France. C'est la France, d'une certaine manière, j'exagère un peu, mais c'est quand même à peu près la réalité, elle est en queue de peloton. La révolte étudiante commence 74 aux États-Unis. 64. En 64, oui, merci de la rectification, en 64 aux États-Unis, à Berkeley. Et voilà, elle se répand aux États-Unis et elle se répand dans le monde. On est aux Pays-Bas, on est, etc. Enfin, dans de très nombreux pays, le Japon évidemment. Partout, il y a non seulement des questions, le Vietnam, la guerre du Vietnam va être un peu l'allume-feu de cette contestation, mais il y a aussi la fin de la période d'après-guerre, on bascule dans un autre monde, on ouvre en grand les universités, donc il y a une réforme de l'université qui s'impose absolument à tout le monde, dans le monde entier, et disons les élites universitaires sont pas vraiment préparées à cette, pour employer un euphémisme. Donc voilà, c'est là-dedans. Alors évidemment, quand ça démarre en France, ça a démarré, on voit démarrer les choses plutôt l'automne 67. Ouais. L'automne 67, pour aller très vite, les manifestations pro-Vietnam ou en tout cas anti-américaines deviennent de plus en plus violentes. C'est un état de fait. Voilà, il y a une sorte de radicalisation à la violence de part et d'autre, y compris l'extrême droite qui soutient le gouvernement du Sud-Vietnam. Mais les conflits sociaux deviennent eux aussi très violents, avec des séquestrations. Quand il y a une manifestation, il y a des ouvriers qui envoient des boulons, des frondes avec des boulons. Enfin, il y a une sorte de... Les choses montent comme ça. On les voit monter. À l'époque, je les vois monter. En tout cas, c'est très là. Je ne suis pas le seul. Apparemment, au gouvernement, personne ne le voit. Et ça arrive, effectivement,
mai 68. Alors, vous allez rencontrer Jean-Paul Sartre parce qu'à l'époque, vous occupez d'un bulletin d'information qui s'appelle Interlutte. Alors non, Serge-Julie. excusez-moi, du point de vue de la chronologie, Interlutte, c'est à l'automne 68. Oui, c'est après. Mais Mais Sartre, donc- vous le rencontrez à ce moment-là. Alors, je le croise. Alors, moi, mon rapport à Sartre est un peu particulier parce que mon positionnement, j'étais sartrien. Voilà. Donc, j'ai beaucoup lu Sartre. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. J'aimais le côté insoumis de Sartre. Le côté, voilà, on n'est pas dans les rails, quoi. Voilà, on est hors rail. Voilà, que j'aimais bien chez lui. Et je pense qu'est la question principale chez lui. Et je le rencontre donc je ne l'avais jamais rencontré, je le croise en 68, puis je le vois en fait dans les fin 68, voilà, pour la première fois. Et en même temps, j'avais fait partie des gens qui avaient, au moment de l'OAS, alors ça remonte très loin, ça remonte pendant la guerre d'Algérie, je faisais partie des gens qui allaient garder Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir, comme beaucoup d'autres gens qui étaient menacés par l'OAS, par les attentats de l'OAS. Et donc, on faisait des gardes dans leur logement, devant leur logement. Exactement. Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas toujours sur Jean-Paul Sartre, c'est qu'il a aussi aidé une jeune chanteuse. Il lui a présenté Raymond Queneau et il l'a obligé à chanter. C'était Juliette Gréco. Oui, absolument. À Saint-Germain-des-Prés. Et vous aussi, vous êtes lié famille. Prévert aussi. Et Prévert, bien sûr. Prévert joue un rôle. Un rôle très important, mais vous les êtes... feuilles mortes, c'est quand même ce qui lance. Juliette Gréco, bien sûr, Gréco. avec Cosma. Mais vous êtes lié, vous aussi, familialement, à une chanteuse, Serge Julie. Je cherche un millionnaire, car je sais que Mistinguett, c'est l'oiseau Reine des années folles. Votre grand-père a écrit des chansons pour Mistinguett, c'est ça. c'est assez étonnant. Oui, mon grand-père qui était militaire. Oui, en plus, oui. Donc, il était militaire, il dirigeait une des musiques de l'armée de terre. Et voilà, et en même temps, il était l'élève de Saint-Saëns et il composait beaucoup de pièces classiques, mais en même temps des chansons, entre autres pour Mistinguett. Je l'ai très peu connu. Il est mort, et il fait partie de ces générations qui ont fait les deux guerres. Ça les a pas vraiment rafraîchis, et comme mon père d'ailleurs, qui a fait les deux guerres, et qui est mort peu de temps après la libération. Et Mistinguett, bon, c'était la reine de la revue, la reine des radines, elle le chantait. Ouais. Elle avait un truc quand elle faisait un déjeuner, elle appelait le premier en disant écoute, j'ai pas eu le temps de passer pour le hors-d'œuvre, achète-le. Au second, elle disait j'ai pas eu le temps de passer pour la viande, même chose pour le dessert. Donc elle invitait les gens et les gens amenaient tout chez elle. C'était en permanence. C'est vrai, mais je voudrais pas qu'on pense que cette femme était pingre, ce qu'elle n'était pas. Elle était très généreuse. Et c'est une des rares stars de la revue connue dans le monde entier. Ouais, voilà. Et j'en sais quelque chose. Votre père était polytechnicien aussi, Serge Julie. Et ça a été lui aussi a travaillé beaucoup dans l'exportation. Et votre mère était couturière. C'était un ménage d'amour, mais un ménage qui a dû être discret au départ. C'est un euphémisme, là aussi. Vous employez beaucoup d'euphémismes. Mon père, effectivement, était ex-mine, fils d'un chef d'orchestre militaire et en même temps très connu dans le civil, dans la musique civile. Voilà. Et ma mère était ouvrière, parce que couturière peut avoir un sens... voilà, elle était couturière. Alors, à la fin, disons, au milieu de sa vie, elle s'est mise à travailler entre les deux guerres. Elle s'est mise à travailler... pour des grandes maisons de couture, mais elle était couturière. Alors, le mariage entre ma mère et mon père, souvent j'emploie cette formule, c'était la lutte de classe à la maison, parce que mon père appartenait à la bourgeoisie, et, si on veut, et ma mère était une ouvrière issue de la Bretagne, vraiment des fermes d'Ille-et-Vilaine. Donc ça se faisait pas en théorie. Ça se faisait pas, et donc d'ailleurs... si j'ose dire, ils se sont mariés pour des raisons trop compliquées à expliquer en 1950. J'avais déjà 9 ans et mon frère, lui, n'avait pas été reconnu depuis 1926. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges autour de vous
Vous n'en êtes pas Beaucoup, responsable dans beaucoup. votre enfance. Et ensuite, vous êtes préoccupé de la vérité. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 15 avril 1965. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge Julie. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Serge Julie. Il y a ce dictionnaire amoureux de New York chez Plon dont on va reparler dans quelques instants. Mais on revient à des dates importantes. Alors celle-là, j'ai eu du mal à la retrouver. C'est le 15 avril 1965. Pour vous aider, si ça ne vous dit rien, c'est le premier numéro d'un journal qui s'appelle Le Nouveau Clarté. Et c'est un journal important pour vous. C'est un journal qui a commencé dans les années 20. Et vous avez collaboré à cette nouvelle formule à partir de mai 68. Alors, pas du tout. Alors pourquoi on voit des articles de vous dans Clarté? Vous avez là, J'ai trouvé des articles. une confusion. Je vais vous dire. J'adhère aux étudiants communistes. 61. On est en pleine guerre d'Algérie, lutte contre l'OAS, etc. C'est la guerre d'Algérie se double en plus d'une menace fasciste, si on veut, hein, qui est l'OAS, donc la rébellion militaire. Et je collabore avec la Clarté À cette époque-là. à cette époque-là. C'est l'ancien Clarté. C'est l'ancien Clarté. Donc c'est La première période. Alors c'est la première période avec Pierre Kahn qui dirige les étudiants communistes à ce moment-là, Forner, Yves Buin qui est le poète Yves Buin, Pierre Goldman qui sera assassiné, Bernard Kouchner qui participe de la rédaction aussi à cette époque. Et nous sommes la majorité à ce moment-là des étudiants communistes est anti-direction du Parti communiste. C'est-à-dire nous sommes pour la modernisation, la démocratisation du Parti communiste. Donc, d'ailleurs, ça va très mal se finir. On sera vidé. Oui. On sera viré en 64. Et c'est à la suite de ça que naît le nouveau Clarté, c'est-à-dire dans la ligne. Nous, on était hors ligne. Nous, on était en rébellion contre le stalinisme persistant, disons, du Parti communiste, et on est exclu. Alors, la date de l'exclusion est importante parce que 64, 65, 64, c'est ça qui crée l'extrême gauche en France. Oui. Tout l'ensemble de l'extrême gauche sort de là. Et ça va créer les marxistes-léninistes, les trotskistes, qui étaient déjà là, évidemment, à couvert parmi les étudiants communistes, mais qui, évidemment, vont prendre chacun leur envol. Oui, Voilà. alors j'ai retrouvé... Et j'ai beaucoup aimé ces années. On faisait un magazine qui était un vrai magazine, qui avait le soutien d'une grande partie des artistes et qui étaient liés ou proches du Parti communiste, des gens comme Vaillant, des peintres comme Miro, comme d'autres, Soulage, etc. Enfin, je veux dire, il y avait une effervescence autour de ce magazine qui était assez formidable. Alors, j'ai retrouvé quelques articles. Vous avez fait une étude du théâtre moderne à travers l'œuvre de Samuel Beckett et des ballets de Maurice Béjart. Et vous avez analysé le phénomène des copains dans un article. Oui, j'avais fait... j'ai fait... Sur le golfe Drouot. Oui. J'avais fait un grand reportage sur le golfe Drouot. J'ai passé du temps, j'ai vu toutes les yéyés de l'époque, dont la plupart ont démarré sur la scène du golfe Drouot. Oui, j'avais fait ça. J'avais fait aussi un truc sur Louis Malle, Oui. sur le Feu Follet, sur le film Le Feu Follet au moment de sa sortie. Donc, qui, pour le Parti communiste, c'était des choses impossibles. Parce que c'était un film adapté de Drieux-La Rochelle, donc Drieux-La Rochelle, interdit d'en parler. Donc ça faisait un scandale, évidemment, le fait que le Clarté avait parlé, même osé parler, citer Drieux-La Rochelle. Alors, tout a commencé, votre passion du journalisme, au lycée Turgot, qui est un lycée qui a été construit en l'emplacement d'un couvent et d'une prison, d'ailleurs. Et là, vous avez commencé à vous intéresser à la politique et à tout ce qui se passait autour, Serge Julie. Oui, alors, là, je faisais un journal qui s'appelait Le Turgotin. À Turgot, donc pendant c'est avant, si j'ose dire, avant Clarté. Bien sûr. Hein.
Ce journal avait été créé par un élève très célèbre, devenu très célèbre après, qui était Pierre Mendès France, qui avait créé le Turgotin. Et puis, comme les journaux de lycée, ils naissent, ils disparaissent, il y a une éclipse pendant 5 ans, 10 ans, et puis il y a quelqu'un qui les reprend. Et je dois dire que c'était exclusivement culturel. Et je me souviens qu'on était dans Antonioni, dans le néo-réalisme italien, la fin du néo-réalisme italien, on est Visconti, voilà. Et moi, je faisais une chronique cinématographique. Et le début de votre notoriété, vous la devez à d'autres musiciens que vous allez reconnaître immédiatement. Les Rolling Stones, oui, je crois que vous avez rencontré à l'Hôtel Crillon et puis vous ont permis de s'exprimer au Palais des Sports. Oui, absolument. C'est un souvenir. C'était, je crois, 71 par là. Donc, après 68, oui. J'avais participé à la création d'une organisation d'extrême gauche, qui était la gauche prolétarienne. Donc, qui était pour poursuivre mai 68. Énormément d'arrestations. Comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire sur le ministre de l'Intérieur, donc qui a fait, en tout cas, multiplié les arrestations. Donc, on avait beaucoup de camarades en prison. Christian Fouché ? Non. Fouché, c'était en 68. Ouais. C'était après. C'est celui qui... Il a une particularité. C'était un gaulliste qui avait lui aussi reçu la francisque pendant l'occupation. Ah d'accord, oui. Ouais. Donc, bref, il y avait beaucoup de gens en prison et donc on cherchait le moyen de faire parler de nous et de faire pression. Et donc, un camarade avait eu l'idée, parce que ce camarade, c'était Lionel Rodcage, qui connaissait très bien les Stones, qui était entièrement dans la musique, et donc les Stones qui étaient très sensibles aux événements liés autour de 68 en France, mais en Grande-Bretagne et surtout aux États-Unis, qui étaient très sensibles à ça. Et donc, effectivement, il m'a aménagé un rendez-vous le matin au Crillon, dans un appartement, une suite absolument dévastée. Oui. Dévastée, il y a des bouteilles partout, il y avait des trucs renversés, enfin les Stones, quoi. Et j'ai vu Keith Richards. Keith Richards, le guitariste. Et donc... on a discuté, c'était une discussion... je lui ai expliqué, etc. Il m'a dit, bon, d'accord... Bon, donc après, j'ai repris contact avec eux pour savoir comment ça allait se passer. Et c'était très simple. À un moment donné, il a fait une introduction. La lumière s'est éteinte. Et j'ai pris la parole, donc, devant un palais des sports, plein, évidemment, et expliquer le nombre de prisonniers qu'on avait, etc., et que c'était des procès politiques... Voilà, et puis j'ai quitté la scène, et la lumière s'est rallumée, ils ont enchaîné tout de suite. Mais c'était un assez beau souvenir. Ils ont enchaîné avec Symphony for the Devil, je crois, Symphonie pour le diable, avec Mick Jagger. Non, mais ils étaient... à cette époque-là, c'était très rebelle, les Stones. C'est la version douce, c'était les Beatles, c'est la version rebelle. C'était quand même plutôt les Stones, quoi. Et vous avez été aussi rebelle en échappant au service militaire grâce à un psychiatre, Serge July. Oui, alors c'est vrai, mais alors en fait, je devais partir si mes études ne s'étaient pas poursuivies. Je devais partir au début des années 60 en Algérie. Je n'avais évidemment aucune envie de partir en Algérie. Donc j'ai continué mes études, mais j'avais prévu de les continuer. Et puis il se trouve que la fin de mon sursis tombait en septembre 68. Alors j'avais déjà des échos de camarades qui, partant dans l'armée, se trouvaient face à des officiers, des états-majors qui disaient « Moi, je vais vous mater, hein. Là, vous avez un dossier, vous allez souffrir. » Donc
j'avais aucune envie de vivre ça. Et non seulement j'avais pas envie d'être dans l'armée, mais j'avais pas envie de souffrir pendant 2 ans de ma vie des vexations, des emprisonnements, etc. J'ai eu beaucoup de camarades qui ont passé 6 mois en forteresse, je veux dire, avec des officiers ou des sous-officiers qui en ont profité pour se venger de je ne sais quoi. Et donc, j'avais pas envie de ça. Et effectivement, j'ai eu des complicités médicales, mais j'ai passé 6 semaines dans une clinique psychiatrique. Et il y a comme malade. Voilà. Il y a quelqu'un qui voulait échapper au service militaire aussi, il en a un jour parlé, c'est Michel Polnareff. Oui. Il avait trouvé un truc, il allait à la caserne, il faisait de la moto sans moto. Ouais. Au bout de quelques jours, ils l'ont renvoyé chez lui. Oui, bien sûr. Et puis, il y avait d'autres... à l'époque, tout le monde s'échangeait des combines. Bien Comment sûr. être malade, arriver... d'avoir pris 50 médicaments, d'arriver dans un état à la fois vert, bleu, etc., devant le conseil de révision, etc. Donc, pour ajouter une note d'humour, j'étais dans une clinique, il y avait un médecin militaire qui venait dans cette clinique, mais qui, par profession, c'est-à-dire, bon. Mais il était médecin militaire, bon. Il se trouve que je suis passé devant lui pour décider de savoir si j'étais réformé ou pas. Et en fait, c'est passé évidemment de manière totalement différente. Il m'a dit, vous voulez être réformé? Je ne savais pas quoi lui répondre. Je lui ai dit oui. Mais vous l'êtes. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Autre date importante, Serge July, le 18 avril 1973. On en reparle dans quelques instants avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Serge July. Ce dictionnaire amoureux de New York, on en parle dans quelques instants. On revient à une date importante, 18 avril 1973. Vous n'avez pas oublié celle-là. Non, c'est Libération. Le premier numéro de Libération. Et c'est l'aventure de votre vie, Serge July. Oui, puisque j'ai dirigé Libération pendant 33 ans. C'est pas mal. Voilà, c'est... Vous vous souvenez de ce premier jour, ce premier bouclage de cette sortie? Oui, enfin, c'était à la fois catastrophique et... Non, c'était catastrophique, le bouclage. La préparation de Libération a été un moment formidable. Pourquoi? Parce que il y avait une fermentation intellectuelle autour de la table du comité de rédaction quand on préparait au mois de décembre 72, janvier 73, il y avait Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, il y avait Gilles Deleuze qui passait, Alexandre Astruc, Jean-Luc Godard. Voilà, il y avait une fermentation qui exprimait de leur part, évidemment, un désir. Ça exprimait un désir. Donc il y avait, et d'autres gens que j'oublie de citer, des photographes, qui étaient autour de ça. Et puis quand on a fait le numéro 0, il était catastrophique. C'est pour ça que je dis que c'était catastrophique le soir, faire le numéro 0. Alors, faut dire que c'était une aventure. Il faut avoir l'énergie qui était la nôtre à ce moment-là, parce que quand j'allais voir les gens du métier, à l'époque, il faut se resituer là aussi dans l'époque, en 72 ou en 73, les gens disaient, mais vous êtes bien gentils, mais pour faire un quotidien, il faut des milliards. Oui. Il faut des milliards. Vous les avez? Non. Mais vous n'y arriverez pas. Alors oui, mais si on va y arriver, bon... Non, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc tout le monde vous disait, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que tout le monde raisonnait avec la fabrication du journal avec le plomb. Bon, c'était la période où encore on fabriquait les journaux en plomb. Il y avait une odeur d'ailleurs. Une odeur qui était très forte. Mais pour faire des lignes en plomb, il fallait une usine. Et une usine avec entre 800 et 1400 ouvriers. Donc, effectivement, il fallait des milliards. Les machines coûtaient une fortune. Donc, on avait trouvé, nous, une solution. On avait appris qu'il y avait une machine canadienne, une compugraphie qui coûtait que dalle, $10 000. Et en gros, ça permettait de composer du texte qui était sur un papier chimique, un papier photographique. Et voilà, collé, on faisait la photo et on faisait en offset. Voilà.
Et cette chaîne Libération a existé parce qu'on a trouvé, on a mis ensemble ces choses qui se mettaient à exister. Et on a lancé, évidemment, la composition moderne, si on veut, en France, quoi. Bon, donc, alors, évidemment, d'autres journaux se sont créés derrière nous, Le Matin de Paris, tout ça, etc., qui ont utilisé la même chaîne de production, les mêmes machines, voilà. Et puis après, il y a eu l'informatisation, voilà, Libération, évidemment, fait l'informatisation. C'est ça qui nous a permis de créer Libération, avec, évidemment, un besoin. Il fallait par ailleurs un besoin. Je parlais tout à l'heure des intellectuels, des écrivains, qui partageaient ce besoin, mais il y avait surtout un lectorat. C'est-à-dire, il y avait 100 000 lecteurs sûrs. Pourquoi 100 000 lecteurs sûrs? Parce que c'était au moins, disons, une partie du mouvement étudiant, ce qu'il avait brassé dans la population française. Il y avait le besoin d'être informé autrement que le faisaient les médias de l'époque. Oui. Voilà. Donc, il y avait... racontez-nous d'autres choses que... moi, je me souviens, pour prendre un journal de référence, Le Monde, la contestation en France dans Le Monde, c'était une petite colonne dans laquelle il y avait les petits événements de cette contestation. Alors, c'était aussi bien l'avortement, les mal logés, que des grèves dans telle usine, que la mise au point de tels procédés, etc. En fait, des choses qui étaient qui nous concernaient tous et qui concernaient moins les médias de cette époque. Et donc, quand ils n'étaient pas hostiles, Le Monde, c'était pas le cas de l'hostilité, mais pensait que ça avait une importance tout à fait relative. Donc, on a créé un média parce qu'il y avait ce besoin formidable d'être informé autrement. Alors, c'est pas un phénomène français. C'était un phénomène mondial. Hein. Oui, à l'époque, ça commençait. Ouais. Mais donc, le titre Libération, je crois qu'au départ, il y avait une agence Libération, qui avait Maurice Clavel et Jean-Claude Vernier. Et Libération était au départ un journal clandestin à Londres par Emmanuel Dacier de la Vigerie. À Londres, en France. Oui. Hein, puisqu'il y a deux Libérations. Il y a Libération de la zone nord et Libération de la zone sud. C'est un mouvement de résistance qui était dirigé par Emmanuel Dacier de la Vigerie. Et en l'occurrence, c'est la veuve Dacier de la Vigerie, Emmanuel Dacier était mort, que j'ai été voir, qui m'a accordé le droit moral d'utiliser le titre Libération, pour autant que je spécifiais dans un petit papier, en une, que ça n'avait rien à voir avec le mouvement de son mari. Alors, donc ce que j'ai fait, et la famille Dacier a toujours confirmé ce droit qui appartenait à Libération. Oui, et d'ailleurs, Emmanuel Dacier de la Vigerie est allé à Londres à une époque, et un soir, il emmène Joseph Kessel dans une boîte de nuit où il avait repéré une jeune chanteuse qui s'appelait Anna Marley, et c'est comme ça que Joseph Kessel a écrit ce chant ultra connu. Chant des partisans. Avec Maurice Druon, tous les deux dans un hôtel un dimanche, ils ont écrit le chant des partisans, qui était au départ le générique d'une station, d'un poste noir dirigé par André Gillois contre le général de Gaulle, et finalement les deux se sont retrouvés. Et Emmanuel Dacier de la Vigerie est à l'origine de tout ça. Alors, vous allez avec Libération, Serge July, inventer une nouvelle forme de journalisme finalement. Oui, oui. Tout a changé, et aujourd'hui, certains journaux s'inspirent de ce qu'était Libération 73. Vous vous êtes rendu compte que vous inventiez, ou est-ce que c'est venu comme ça naturellement ? C'est venu sur l'envie de faire comme on pensait qu'il fallait faire. Voilà. C'est plus à la fois l'époque qui joue sur nous, et on vient... Il y a beaucoup de gens autour. Je prends par exemple Charlie Hebdo, ça a joué un rôle, évidemment, à la même époque, qui est contemporain. Je parle... c'était Harakiri à l'époque, qui est devenu Charlie Hebdo... En 69 en 69, avec la mort du général de Gaulle. C'était le fameux titre « Balle tragique à Colombey ». Qui faisait référence à un incendie dans une boîte de nuit. Bien sûr. Donc, voilà, mais l'époque était comme ça. Il y avait un esprit... Nous, il y avait par ailleurs l'idée, ce qui nous semblait... on était à contre-courant,
c'était un moment où la presse s'interrogeait. Pour moi, j'avais souvent, parce que je les connaissais un peu, François. François, c'est le moment où François commence son lent déclin. Pierre Lazareff fait 5 colonnes à la une, et qui vont s'arrêter d'ailleurs en 68. Quand il y a la création d'Antenne 2, Lazareff voit les ventes de François décliner, qui est le premier tirage français, hein, François, à l'époque. 2 millions d'exemplaires certains jours. Oui, et moi j'étais habité, nous tous, par l'idée de l'enquête, l'idée du reportage, quoi. Donc il faut y aller, quoi. Aller sur place, le reportage, les grandes enquêtes, faire parler les gens. On était là-dedans, voilà. Et d'une certaine manière, on a fait ce journalisme autour de ça. Voilà, donc c'est pour ça que Libération, si on prend sur la période, donc maintenant, ça a quasi une 50aine d'années, Libération a formé énormément de reporters qui se trouvent dans toute la presse. Hein, c'est clair. Alors, il y a eu aussi plusieurs périodes. Il y a eu un arrêt en 81, avant l'élection de Mitterrand. Et puis, vous avez repris. Il y a eu la pub qui est rentrée. Ça a eu une véritable évolution, Libération, Serge July. Libération, c'était je veux dire, dans les premières années, entre 73 et 81, c'était un petit succès. Bon, on faisait plus de 35 000 exemplaires en moyenne. Il y avait des jours à 50 000. Bon, donc il y avait une certaine satisfaction, mais enfin, c'était trop précaire. Voilà. Alors, on avait compris comment on faisait un journal. Moi et plusieurs de mes camarades, en 81, on s'est dit, on va arrêter le journal pour créer des bases sur lesquelles on va travailler. Et voilà, donc on a transformé le journal à ce moment-là. On a rompu avec une forme de gauchisme, voilà. Donc Vous avez évolué. Vous avez passé votre vie, Serge July, avec Libération, à faire des paris, à en gagner, à en perdre. Oui, exactement. À en gagner, à en perdre. Ouais. C'était nécessaire. On en a beaucoup gagné, et on en a aussi perdu. Et c'était une envie, c'était un acharnement, Oui, mais par exemple, puisque là, on est dans une radio, quand il y a la libération des ondes après 81, on s'est dit, pourquoi pas Libération? Pourquoi l'aventure Libération, on la ferait pas sur la radio aussi? Donc, pourquoi on s'attaquerait pas à la radio? Donc, on a acheté une radio, et puis finalement, je l'ai revendue, voilà. Est-ce que créer Libération serait possible? J'aurais aimé que ça marche. Oui, mais nous aussi. Est-ce que Libération, aujourd'hui, est-ce que ça aurait sa place? Est-ce que ça pourrait exister comme ça existait en 73? Ou est-ce que ce serait techniquement impossible, Serge July? Le monde a changé, ça je vous apprends rien. Voilà, alors, Libération existe toujours, oui, de manière plus précaire, en tout cas. Le statut de Libération est différent, évidemment. Mais l'énergie que vous aviez... Les moyens sont différents. Et puis, la crise de la presse est quand même terrible. Il y a des journaux qui s'en sortent, mais ce sont des investissements gigantesques. Voilà, donc je prends... ou des concours de circonstances, mais je prends par exemple un journal qui est le premier site d'information sur Internet. C'est le Guardian. Hein. Le deuxième, c'est le New York Times. Donc, profite du fait que c'est la langue anglaise, qui est une langue quand même mondiale. Le Guardian appartient à une fondation. Il y a des années, cette fondation perdait avec le Guardian 80 millions de livres. L'année suivante, 50 millions de livres, 30 millions de livres. Voilà, il fallait faire cet investissement. Ils l'ont fait, ils sont numéro 1 en termes site internet. Le journal vend 180 000 exemplaires, voilà, mais le fait d'être une fondation a permis à ce journal. Le New York Times s'en sort, ça a fait une année ultra bénéficiaire. Faut dire ce qu'il est. C'est sans doute le plus grand journal du monde du point de vue de l'excellence journalistique. Enfin, leur aiguillon aura été évidemment Donald Trump.
Et oui. Ce qu'ils appellent la mission vérité au New York Times, c'est-à-dire de vérifier tout ce qu'il dit, ça a trouvé un public évidemment considérable. Mais si on prend le dernier, le Washington Post a été acheté par Amazon, par le patron d'Amazon à titre personnel. Il y a investi 150 millions de dollars. Et il a embauché plusieurs dizaines de journalistes, des vedettes du journalisme, chacun dans leur domaine. Bon, je pense qu'il faut faire comme ça. Hein. Il a raison de le faire. Mais enfin, c'est des investissements considérables. New York. Je souhaiterais que pour Libération, d'autres quotidiens aujourd'hui, on fasse les mêmes. New York, justement, c'est le sujet d'un livre. Un livre qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 3 octobre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge July. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Serge July. 3 octobre 2019, sortie du dictionnaire amoureux de New York chez Plon. Alors, un dictionnaire énorme, plus de 700 pages, sur une ville que vous affectionnez, Serge July. Oui, alors, je fais partie des frustrés au départ, puisque pour les raisons qu'on a développées, vous avez parlé de ma biographie, je ne pouvais pas aller aux États-Unis avant 1967, soit 1979. Voilà, pourquoi ? Parce que les États-Unis me refusaient leur visa. Bien sûr. Voilà, donc je n'ai pas eu de visa. En 79, quasi 80, j'ai quand même 37 ans. Donc, j'ai beaucoup de mes camarades ou des gens de ma génération, etc., avaient vécu en Californie, avaient été à New York 50 fois. Moi, je n'ai pas eu ça. Et donc, j'ai ressenti ça comme une frustration absolument terrible. Je demandais le visa, je ne l'avais pas. Et donc, finalement, quand je l'ai eu, j'y suis allé. Toutes les occasions étaient bonnes pour y aller. Une exposition de peinture où j'avais un ami qui exposait, un voyage d'études, par exemple, qui m'a beaucoup servi d'ailleurs. Je fais ça en janvier 80, qui était... j'ai participé à un voyage d'études sur l'informatisation de la presse américaine. Bon, qui m'a permis de faire le schéma de l'informatisation de Libération. Mais j'ai participé à de nombreuses conférences de rédaction, visité plusieurs journaux dans la côte Est, mais aussi à l'intérieur des États-Unis, à Dallas, à Denver, etc. Donc... voilà, et puis à chaque fois, il y avait une occasion, j'y allais, je me précipitais. Voilà, alors c'est un livre de frustrés. Voilà, on a l'impression, New York, c'est une ville exceptionnelle par ses multiples dimensions. C'est-à-dire, d'abord, on ne la connaît pas, on a toujours l'impression de la connaître, mais finalement, on a raté des choses. Comme elle change sans arrêt, à une vitesse exceptionnelle, on a raté, évidemment, tel ou tel épisode ou telle chose. Les quartiers changent à grande vitesse. Donc, voilà, j'ai vécu plusieurs périodes new-yorkaises. Voilà, c'est la ville... s'il y a une ville qui incarne la modernité, ça reste New York, à mon avis. Oui. C'est à la fois la capitale du capital, Oui. c'est la capitale des inégalités, c'est la capitale qui a le plus de milliardaires au monde. C'est et des étrangers, beaucoup d'étrangers. Alors, c'est surtout la capitale des étrangers. Oui. Alors, vous avez raison de le souligner. C'est la capitale des étrangers. Il faut savoir que y a seulement 30% des gens qui vivent à New York qui ont des parents nés à New York. Pour tous les autres, ils viennent d'ailleurs. Et c'est pour ça que tous les écrivains ont noté le fait que les étrangers, les inconnus, avaient une ville dans le monde, une sorte de capitale dans le monde, c'était New York. Et il faut savoir, ça se traduit par exemple sur des choses... il y a 5 millions de célibataires sur 8 millions d'habitants. Oui. C'est la ville au monde où il y a le plus de célibataires. C'est-à-dire des gens qui arrivent, sont des
sont des primo-arrivants, des migrants, etc. Des gens qui viennent travailler là-bas, qui peut-être n'y resteront pas. Un certain nombre ont beaucoup d'aventures, mais des aventures amoureuses, mais pas forcément, font pas des familles ou des couples. Le nombre de familles est faible à New York. Hein. C'est une ville où les célibataires sont effectivement nombreux. Mais on pourrait prendre... C'est une capitale de 25 choses qui constituent la modernité. Évidemment, de l'architecture, sur l'art contemporain, c'est quand même... Il y a tout. Et vous racontez tout dans le livre, l'art contemporain, les buildings, les gratte-ciels dédiés à l'avidité. Mais vous parlez justement des célibataires. Il y a une chose très particulière que vous évoquez, les chiens n'aboient pas à New York. Ouais. Alors oui, les chiens n'aboient pas, mais pour une raison simple. C'est pas parce que les chiens ont compris les consignes, c'est simplement parce que les amendes sont très lourdes. Alors, les chiens n'ont pas le droit d'aboyer. Les chiens n'ont pas le droit d'aboyer. Si votre chien, vous le promenez, il aboie, vous avez une amende qui est très lourde. Donc, au bout d'un certain temps, les chiens apprennent à ne pas aboyer. C'est extraordinaire, ça. Et en même temps, c'est une ville, sur ce plan, les déjections canines, c'est relativement propre. En même temps, c'est une ville très sale. C'est pas... Voilà, mais on ne marche pas dans des déjections canines. Voilà. Alors, dans ce livre, vous évoquez votre amour pour New York et aussi pour la culture et pour le cinéma en particulier. D'ailleurs, vous avez dédié... c'est un studio de cinéma oui, mais à ciel ouvert. Hein. Bien sûr, vous avez dédié ce livre, Serge Julie, à Martin Scorsese. Oui, parce que, d'abord, c'est quand même le cinéaste new-yorkais. C'est-à-dire que c'est celui qui a fait le plus de films dans sa filmographie sur New York, dont l'objet, c'était New York. Et alors en plus, ces acteurs sont des acteurs vraiment new-yorkais, que ce soit De Niro, qui est un enfant de New York, Harvey Keitel, Joe Pesci, tout ça sont des acteurs new-yorkais. Et je trouve que il parle très très bien de New York. Oui. Chaque fois qu'il a été interviewé sur New York, ou quand New York Times, je me souviens, lui avait demandé un texte sur New York, il avait fait un texte remarquable. Oui, et d'ailleurs, il est à la fois américain et italien, et vous dites que beaucoup de gens sont persuadés à New York que la pizza est américaine. Oui. C'est assez curieux. La pizza, c'est... oui, à New York, alors la pizza est servie comme maintenant, d'ailleurs en France, mais servie et vendue en portions. Elle n'est pas vendue... comme ça, voilà, comme la pizza qu'on va acheter, etc. Et même, voilà, c'est en plus, il y a un raccourci, il y a des économistes qui ont travaillé sur le prix de la pizza, et des économistes américains, et trouvaient qu'il y avait une corrélation entre le prix du ticket de métro et le prix de la pizza, et que cette corrélation démontrait que c'était un rapport fixe. Belle trouvaille, effectivement. Et puis, il y a la chanson aussi. Et vous avez prévu dans ce livre, vous avez prévu un hit parade, un top 50 des chansons de New York. Et la première, bien sûr, c'est celle-ci. On ne peut pas penser à cette ville sans penser à cette chanson. Oui, qui est d'ailleurs une commande de Scorsese. Exactement. Ouais, c'est pour le film New York, New York, qu'elle chante. Alors, c'est l'histoire d'ailleurs est assez intéressante, parce que c'est... Scorsese commande cette chanson avec des indications très précises, etc. C'est un hit. Liza Minnelli la chante pendant 2 ans, et puis Sinatra l'adopte. Sinatra, faut jamais oublier, il est né à Hoboken, c'est l'autre côté de l'Hudson. Donc il est né là. Il aime pas vivre à New York, mais enfin en même temps, c'est un New-Yorkais. Et donc, il va reprendre la chanson, en modifier une parole, c'est pas une chose monstrueuse qu'il fait, et il va donner l'écho planétaire à cette chanson, et qui va chanter ce qui était très fréquent, c'est-à-dire Sinatra la chantait en général en duo avec Liza Minnelli. Oui, et d'ailleurs, il y a un concert à Paris, à l'Opéra Garnier, où ils sont, avec Sammy Davis Jr., ils ont fait un concert caritatif, qui était, les places étaient à 10 000 francs, c'était complet, archi complet. Voilà. C'était fabuleux. Voilà, Sinatra est aussi New York, et Liza Minnelli, bien sûr, et cette chanson,
Moi, à mon avis, de toutes les chansons sur New York, il y a eu des milliers de chansons. Moi, j'ai fait une playlist, voilà, très en chansons, et j'ai pas fait le jazz. J'ai pas fait une playlist de jazz, même si je parle beaucoup du jazz, évidemment, dans ce livre. Malgré tout, New York est quand même celle qui parle le plus, quoi. Ouais. Mais dans ce dictionnaire amoureux de New York, vous évoquez aussi des lieux liés à des chansons ou à des films. Par exemple, Central Park, pour vous, c'est Tous en scène. Et puis, il y a l'Empire State Building avec King Kong, qui est un film qui a marqué tout le monde. Alors, King Kong, oui, bien sûr, mais aussi Love Affair, les films de Léo McCarey. Mais King Kong, on connaît la version de 33, la version récente, mais il y en a eu d'autres qu'on ne connaît pas. Notamment, il y a eu une version hindoue de King Kong qui a été faite dans les années 60, très peu connue, et qui reprend le même principe dans un décor inspiré de l'Empire State Building. C'est assez curieux. Voilà, oui, bien sûr, c'est... voilà, il y a eu plusieurs King Kong, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, voilà. et il y en aura encore. Et puis, il y a Bob Dylan, que vous évoquez avec Like Rolling Stone. Ça aussi, c'est important pour vous, Serge July. Oui, bien sûr. Bob Dylan arrive à New York et parce qu'il veut rencontrer, j'ai un trou de mémoire, un musicien country et qui est la star de la country à ce moment-là. Et voilà. Et alors, ce qui est formidable dans l'histoire de Dylan, c'est il se produit immédiatement dans un endroit et il devient une star immédiatement. C'est-à-dire, le New York Times fait un article sur lui, ça y est, il est lancé. Ça a tenu, il a dû passer 3 mois comme inconnu. Oui, et ce qui est il n'y a pas eu de... Dylan, tout le monde s'est aperçu immédiatement du génie de Dylan. Oui. Et s'il y a quelqu'un aussi qui incarne New York, alors qu'il vient du Minnesota, il n'est pas du tout natif de New York, mais s'il y a quelqu'un qui incarne New York, et y compris la vie à New York, à Greenwich Village, c'est Dylan, quoi. Oui, et en même temps, il y a un Français qui est là, invité par Maurice Chevalier pour un bal à Préline Paris, qui est une soirée caritative. Ce Français se promène, découvre Bob Dylan. C'est Hugo Frey qui va être le premier à ramener Dylan à Paris. Des chansons. Voilà, à ramener des chansons. Et puis, vous évoquez aussi le Studio 54, qui a été mythique. Et vous racontez dans ce livre que ça a fini très mal, et on le sait peu en France, Serge July. Oui, alors le Studio 54, on est à la fin des années 70. La décennie 70, c'est la décennie noire aux États-Unis pour New York. Il y a plein de raisons, hein. La ville est en faillite et le gouvernement fédéral veut la laisser en faillite. Donc, tous les services municipaux sont en drapeau, hein. Donc les ordures sont pas ramassées, etc. La criminalité, elle court, etc. Enfin, la ville est à l'abandon. La ville, pourquoi elle est à l'abandon? Elle est à l'abandon aussi parce que New York, c'est une particularité de New York que les gens connaissent peu aujourd'hui, c'est que ça a été une usine, New York. C'était une usine. New York perd dans les années 70, entre la fin des années 60 et les années 70, perd 700 000 ouvriers, emplois manufacturiers. Donc, les usines ferment. Alors, les usines ferment, en partie, la question de la mondialisation, etc., mais surtout parce que les loyers sont trop chers, et donc, ils vont s'exiler à Brooklyn, mais surtout dans le New Jersey. Donc, traversent la rivière et vont s'installer dans le New Jersey, qui est devenu l'usine de New York. Là, elle est transférée. Et puis, il y a évidemment beaucoup d'emplois de services qui se créent, etc. Donc, c'est le New York déglingue. Vous savez, ce qu'on représente New York à ce moment-là, la chaussée éventrée, il y a la fumée qui sort des conduites d'eau. Voilà, et donc c'est cette vision de New York.
il y a un côté dans ce studio 54 que couvrent deux types qui sont dans l'immobilier, deux jeunes types, un avocat et un personnage assez formidable, qui est un oiseau de nuit. Ils ouvrent une boîte qui a été l'ancêtre de tout un tas de boîtes de nuit dans le monde, y compris en France. Le Palace est un héritier du Studio 54. Studio 54, c'est d'abord la disco, évidemment, cette musique-là. La musique, c'est les Bee Gees, c'est tout ce qui va de Donna Summers, etc. Le principe, ils ont acheté un studio qui appartenait à CBS avant et qui était un ancien théâtre avant de New York, qu'ils ont transformé, lumière, etc., des balcons, et ils en ont fait un lieu de plaisir. Donc, à la fois, il y a la musique, la danse, etc., beaucoup de drogue. La drogue est même dans l'air. Il y a des ballons qui transportent de la cocaïne, puis qui explosent au milieu des gens. Donc, il suffit de respirer pour avoir de la cocaïne dans le nez. Donc, voilà. Et puis, c'est un lieu aussi de plaisir, c'est-à-dire, il y a des étages où il y a la sexualité s'exprime librement, c'est-à-dire où on peut pratiquer des relations sexuelles. Voilà. Oui, mais tout s'est mal terminé par une faillite. Tout se termine, c'est comme ça. Et, alors, en plus, ils sont assez imprudents. Il y a l'un des animateurs déclare dans les interviews, il dit moi, je fais autant de cash que la mafia à New York. C'est pas ce qu'il fallait dire. Voilà. Est-ce qu'on utilise de la drogue? Il dit oui, absolument. Est-ce qu'il y a des relations sexuelles? Oui, il y en a. Voilà. Enfin bon, voilà. Alors, c'est vrai que vers la fin de la nuit, à peu près la moitié des gens étaient nus. Hein. Donc, voilà. Donc, ça dure. Quand même près de 2 ans, un peu plus de 2 ans. Il y a une descente de police très bien préparée, etc. Donc, on leur dit, écoutez, vous déclarez comme bénéfice quasi zéro, $8 000 par mois, ou je sais pas quoi, et vous nous dites que vous gagnez plus que la mafia. Donc, la boîte est fermée, ils font 16 mois de prison. Tous les deux. Et ils recréent une boîte quand ils sortent de prison, etc. L'un des deux, celui qui était l'animateur de cette boîte, est mort du sida. Et l'autre est devenu un géant de l'immobilier américain. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce dictionnaire amoureux de New York. Vous en parlez avec passion. Vous expliquez notamment que l'enfer New York, c'est pour les fumeurs. Mais vous allez faire un tabac, je suis sûr, avec ce livre, ce dictionnaire amoureux de New York chez Plon, Serge July. Merci d'en parler aussi bien. Merci d'avoir raconté votre vie avec une telle passion. Continuez, ne changez rien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye. Nous, on se retrouve bien sûr demain, comme d'habitude, pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.